Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du projet que je mène depuis janvier 2025 et qui porte sur les coûts et bénéfices des pratiques favorables au bien-être animal. Donc on en a déjà parlé au Elite Westerel. Un de nos objectifs, c'est de faciliter l'engagement des éleveurs dans les démarches de bien-être animal et notamment via la définition des plans de progrès vers davantage de bien-être animal. Et souvent, ce qu'on nous met en face, c'est des questionnements sur la rentabilité du bien-être animal, parce que les éleveurs ont beaucoup de questions, et les techniciens aussi des coopératives, sur combien ça coûte concrètement des pratiques de bien-être animal aux éleveurs, et surtout qu'est-ce que ça leur rapporte, quelle que soit la nature de ces apports, sur tant économique que sur leur travail ou sur leur satisfaction. Donc l'objectif de mon projet, c'est d'aller voir des éleveurs qui ont mis en place une pratique de bien-être animal, de comprendre aussi un petit peu la diversité de modalités de mise en place d'une même pratique et quelle place elle prend dans leur élevage, et puis surtout de comprendre quel est le rapport coût-bénéfice, pourquoi ils maintiennent cette pratique de bien-être animal, qu'est-ce qu'ils s'y retrouvent et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur définition, eux, de rentabilité. Et donc on a choisi, en l'occurrence ici je vais vous parler de deux pratiques, la pratique vache nourrice pour les veaux laitiers et la pratique socialisation précoce des porcs scellés en porc. C'est un projet qu'on essaie aussi encore de développer actuellement en volaille, mais ici je vais surtout vous parler de vache nourrice et de socialisation. Concrètement, c'est une approche qui est en 3 étapes. Donc la première étape, c'est que je me rends dans les exploitations pour faire des enquêtes auprès des éleveurs, pour comprendre pourquoi ils ont mis en place les pratiques de bien-être animal que j'ai citées, comment ils les mettent en place, et essayer de traduire leurs observations en coûts et bénéfices chiffrés. Je vous expliquerai un petit peu juste après comment on fait ça. Et ensuite, on met en place un suivi en exploitation pour confirmer et préciser les estimations des coûts et bénéfices avec des données qui sont recueillies sur plusieurs mois. Et enfin, on fait un bilan avec l'éleveur pour analyser les tendances au niveau de la rentabilité des pratiques. Donc les enquêtes, elles ont commencé en juillet-août et il y en a actuellement 10 qui ont été effectuées sur les 20 prévus. Donc c'est encore en cours, et donc les résultats que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas les résultats de ces enquêtes en tant que telles sur la rentabilité des pratiques de bien-être animal, c'est sur les retours que nous font les éleveurs sur la méthodologie qui est testée dans le cadre de mon projet. Donc les coûts et bénéfices qui sont pris en compte dans ma méthode sont premièrement des coûts et bénéfices monétaires. Donc on a tout ce qui est les investissements dans les bâtiments, les achats matériels, d'alimentation, de litière, les frais de vétérinaire. On a aussi le temps de travail associé aux pratiques de bien-être animal. Donc ça, c'est un indicateur. On a vu que ce n'était pas forcément toujours pris en compte dans les études qui concernaient le bien-être animal. Ça a été pris en compte, par contre, dans les outils multicritères. Et donc, ça nous semblait aussi essentiel de le prendre en compte ici dans ce projet. Et je vous ai mis ici, par exemple, 2 verbatims d'éleveurs qui montrent bien que eux, dans leur définition de pourquoi leur pratique, ils la jugent rentable, et c'est important de prendre en compte tout ce qui est économie de temps et puis aussi le confort de travail. Je prends en compte bien évidemment aussi tout ce qui est résultats zootechniques des animaux élevés avec la pratique de bien-être animal. En l'occurrence, ici, j'ai mis un exemple pour le porc où on étudie l'effet de la pratique de bien-être animal sur l'indice de consommation ou le GMQ. Et donc la méthode dans l'enquête, comment on fait pour chiffrer les coûts et bénéfices? On part premièrement d'une classification de l'éleveur des impacts sur, par exemple, le parasitisme, l'immunité, la croissance ou le comportement des veaux, par exemple, sous vache nourrice. Et ensuite, on va lui demander de soit donner des chiffres parce qu'il a déjà fait des études auprès de ses veaux ou parce qu'il relève des données, soit de se positionner par rapport à la littérature, donc de se positionner dans des intervalles de données, ici par exemple de GMQ. On justifie aussi le chiffrage via ce qu'il nous en dit, et le but ensuite c'est de valider et préciser ce chiffrage via la deuxième partie avec le suivi en exploitation. Dans ma méthode, on prend également en compte tout ce qui est coûts et bénéfices non monétaires. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi, et on en reparlera aussi avec le projet que va vous présenter Estelle sur les conditions de travail des éleveurs porcins. Il y a beaucoup de choses qui sont à regarder sur les impacts sur les conditions de travail, donc avec un radar qui a été développé par le Elite Westerel et qu'on retrouve dans ce projet.
On a aussi tout ce qui est les impacts sur le système d'exploitation plus globalement. Donc j'ai mis 2 exemples, la perte d'information et le recrutement. La perte d'information, c'est est-ce que par exemple l'éleveur, quand il fait de la socialisation précoce, il ne va pas perdre des informations sur le nombre de sevrés de ses truies? Est-ce que lorsqu'il met un veau sous une vache nourrice, il ne va pas perdre des informations sur combien un veau boit de lait? Et donc c'est ces questions-là qu'on lui pose et en quoi ça impacte après sa gestion de ses performances zootechniques. Sur le recrutement, donc là aussi c'est un indicateur qui est intéressant à étudier parce qu'on voit que selon la pratique ou même entre plusieurs éleveurs pour une même pratique, il n'y a pas forcément les mêmes retours. Certains vont juger que les pratiques de bien-être animal vont plutôt être attractives pour les salariés, d'autres être un peu plus mesurées en disant que ça demande des compétences particulières qui peuvent être faire un petit peu peur, on va dire, à leurs salariés. Donc c'est des choses intéressantes à étudier. Et enfin, le dernier aspect qu'on prend en compte dans ma méthode, c'est la valeur immatérielle de l'exploitation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on entend derrière ce terme. La valeur immatérielle, ça se réfère à tous les éléments qui ne sont pas visibles dans le bilan comptable traditionnel d'une entreprise, mais qui contribuent pourtant à sa valeur globale. Donc ça a été défini par Alain Fustec, notamment, qui ont défini donc, différents actifs immatériels. On a par exemple le capital humain, donc qui représente la force intellectuelle de tous les gens qui sont dans l'entreprise, ou encore le capital lié aux marques ou à la fidélisation client. Et les travaux d'Alain Fustec ont montré que cette valeur immatérielle, elle pourrait représenter en moyenne 2/3 de la valeur des entreprises des secteurs secondaires et tertiaires. Donc c'est assez important. Et on a fait la constatation parallèlement que l'exploitation agricole, qui est pourtant une entreprise, on n'a pas cette visibilité-là sur à quel point la valeur immatérielle peut être plus ou moins importante dans la transmission ou même pour l'attractivité en général de la ferme. Et donc c'était quelque chose qu'on voulait étudier aussi à travers mon projet. Il y a un projet par exemple de l'INRAE qui s'appelle le Farm Value de 2007 à 2021 qui avait montré justement que les actifs immatériels ils pouvaient être intéressant à prendre en compte lors d'une session. Et du coup, on s'est demandé aussi, est-ce que le bien-être animal, il pouvait être aussi une source de survaleur immatérielle, qui serait dans ce cas-là un bénéfice pour l'éleveur. Comment on l'étudie dans le cadre de mon projet? Donc on s'est basé sur ce qui a déjà été fait autour de la valeur immatérielle des entreprises. Donc c'est tout ce qui est le Thésaurus Bercy, donc il y a un référentiel français là-dessus, et notamment aussi sur le travail du cabinet comptable Optime, où ils ont développé une méthode spécifique à l'entreprise agricole. Donc on s'est inspiré de leur méthode, où eux, c'est une grille de 50 critères pour évaluer la valeur immatérielle. Et donc nous, on en a retenu 15, qui sont les critères qui nous semblaient le plus reliés au bien-être animal. Et donc l'idée, c'est de demander à l'éleveur de noter sur un radar comme ceci, quels sont les critères qui ont évolué suite à la mise en place d'une pratique de bien-être animal pour voir si cette pratique impacte sur les forces et les faiblesses internes de l'exploitation et donc si ça peut être une source de survaleur au niveau de la ferme. Et donc ce qu'on voit, c'est que les premiers retours par rapport à ça, au départ, on voit que les éleveurs sont un peu réticents dans le sens où c'est quelque chose qui est assez conceptuel pour eux, on va dire, la valeur immatérielle, puisque c'était de l'argent, on va dire, qui n'est pas forcément valorisé s'ils ne le mettent pas en place au niveau de leur cession. Et souvent, on relie la valeur de transmission plutôt à des résultats zootechniques en tant que tels et pas forcément sur des impacts un peu plus immatériels et intangibles. Pour autant, lorsqu'ils remplissent la radar telle qu'on l'a construit, ils se voient bien qu'il y a des changements qui s'opèrent plus globaux grâce aux pratiques du bien-être animal et une réflexion derrière qui peut être intéressante. Donc c'est quelque chose qu'on veut continuer à creuser dans la suite des enquêtes que je suis en train de réaliser. Et donc juste pour finir, voici le format qu'on imagine, en tout cas à l'heure actuelle, pour mon projet, donc de ce qui serait issu des enquêtes et puis du suivi en exploitation. L'idée, ça serait de faire un tableau de bord synthétique où on retrouverait tous les coûts et bénéfices d'une pratique donnée, donc avec les caractéristiques, bien sûr, des éleveurs qu'on sera allé voir, mais surtout donc, des retours, donc au recto, tout ce qui est coûts et bénéfices monétaires, avec un budget partiel, des indicateurs zootechniques et économiques, notamment sous forme de jauges et de tableaux. Et puis au verso, tout ce qui est coûts et bénéfices non monétaires,
avec des radars, donc qualité de vie au travail, et le radar aussi valeur immatérielle, et un pourcentage de survaleur qui pourrait être lié du coup au bien-être animal et valorisé par les éleveurs. C'est un format tel qu'on l'imagine, en tout cas, qui semble parler aux éleveurs, dans le sens où c'est assez synthétique, on retrouve différents types d'indicateurs et différents modes de représentation des coûts et bénéfices, et ça leur permet d'avoir une vision globale, et de se positionner aussi par rapport à d'autres éleveurs, pour voir si, comment eux ils l'ont mis en place, si ça paraît cohérent en termes de retour sur investissement. Donc juste pour conclure, comme je vous disais, mon projet il est encore en cours. On a des enquêtes qui sont prévues pour se terminer pour la fin de l'année 2025, et ensuite ce sera plutôt la partie suivie en exploitation. Donc les premiers résultats en tout cas de cette première partie d'études, vu que c'est un projet qui est prévu pour se terminer en juillet-août 2026, donc ça sera à ce moment-là que vous les aurez. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez davantage de questions. Et puis, je ne l'ai pas mis ici assez en avant dans ma présentation, mais bien sûr, pour faire tout ce travail, je ne suis pas toute seule. J'ai beaucoup de gens derrière moi qui s'impliquent et qui font partie des membres du LIT, donc je les remercie de participer à ce projet. Merci Stérène. Très belle présentation, comme les autres d'ailleurs. Questions? Oui. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question sur la façon dont vous avez choisi les indicateurs de valeur comment ça immatérielle, parce qu'il y en avait 50 au départ et à la fin il y en avait beaucoup moins. Et comment vous avez fait pour sélectionner cela? Alors, je peux vous représenter un petit peu plus en détail. C'est vrai que je suis passée très vite sur le radar. Donc, effectivement, Optime, eux, c'est une grille de 50 critères. Qui est basé justement sur le référentiel français Thésaurus Bercy, où ils ont donc Thésaurus Bercy, c'est vraiment lié aux entreprises plutôt secondaires et tertiaires, et donc eux, ils ont transposé ça sur le secteur agricole, et c'est issu leur travail à eux, Optime, de 3 années d'études avec différents alternants qui ont travaillé sur ce sujet. Et donc nous, pour transposer cet outil-là à mon projet spécifique au bien-être animal, on s'est dit qu'il fallait regarder quels critères étaient le plus reliés au bien-être animal. Donc c'est le COPIL qui suit mon projet, qui a fait un vote. Et donc c'était vraiment un principe de démocratie où je les ai fait voter sur les critères qui leur semblaient les plus pertinents par rapport au bien-être animal. Et on a retenu les critères qui avaient par exemple 80% des votes pour le garder, et moins de 20% des votes qui étaient pour enlever ce critère-là. Et donc c'est naturellement qu'on a retenu uniquement que 15 critères. Donc les 5 capitaux qu'on a, c'est en bleu le capital de production, en vert le capital stratégie, en jaune ce qui s'appelle le capital aval, en rose le capital sociétal et en beige le capital humain. Donc vous voyez, il y a différents critères associés. Et ce que j'ai pas dit du coup, c'est que pour transformer ça en pourcentage de survaleur immatérielle, donc on demande à l'éleveur de noter entre -3 et +3. Ensuite, il y a une moyenne qui est faite par chaque capital, et ensuite un facteur de pondération selon l'importance du capital par rapport à la valeur de l'entreprise. Donc pour l'instant, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait repris tel quel les facteurs de pondération tels qu'ils avaient été construits par le cabinet d'Optime. Et là, dans une deuxième phase de mon projet, l'objectif, ça serait de valider en construisant avec les éleveurs un peu plus ces facteurs de pondération pour encore plus adapter cette méthode au bien-être animal et à ce que nous en disent les éleveurs. Oui, merci pour cette présentation. Combien d'éleveurs ont été audités pour, je dirais, dans le cadre de votre projet, et puis comment vous les avez choisis? Vous voulez dire en termes d'enquête ou en termes Oui, en termes d'enquête. En termes d'enquête. Oui, du coup, c'est ce que j'ai mis sur une diapo avant. Donc, on s'était fixé sur l'objectif d'aller voir 10 éleveurs par espèce, puisque c'est un projet multi-espèces. Et donc, à l'heure actuelle, je suis à peu près à la moitié, c'est-à-dire j'en ai vu 5 par espèce. Alors, ils sont choisis par nos membres, c'est-à-dire que je prends contact avec les coopératives membres et avec les différents acteurs qui sont intéressés par le projet. Les critères, en fait, on n'a pas
Les critères de sélection qu'on a obligatoires pour les éleveurs qu'on recrute, c'est le fait qu'ils aient mis en place une pratique bien-être animal et qu'ils l'aient toujours. Je suis aussi allée interroger des éleveurs qui n'ont plus la pratique bien-être animal, mais plus dans un souci de comprendre aussi pourquoi ils l'ont mis en place et de le prendre en compte dans mon analyse finale. Mais pour ceux que nous, on enquête, c'est vraiment des éleveurs qui ont toujours la pratique bien-être animal pour comprendre pourquoi ils la gardent, qu'est-ce qui les motive à la garder. Il faut aussi qu'ils aient un certain recul sur cette pratique, donc qu'ils l'aient mis en place au moins depuis 1 ou 2 ans. Et après, sinon, qu'ils soient à peu près dans les moyennes classiques d'un élevage pour que ça soit représentatif. Et il n'y a pas d'autres critères autres déterminants sur la sélection. Et alors, un peu dans la même veine, est-ce que vous êtes allé voir des éleveurs qui avaient plutôt la pratique mise en place que sur une partie de leurs animaux ? Et donc sur des animaux contemporains, ils avaient présence ou absence de la bonne pratique et ils voyaient les différences? Ou est-ce que c'était une bonne pratique qui était plutôt mise en place sur la totalité de leur élevage? Et dans ce cas, ils faisaient plutôt une comparaison avant mise en place et après mise en place? Il y a un peu les deux, en l'occurrence. Donc c'est vrai que ce n'était pas forcément un critère, là aussi, que ça soit sur une partie de l'élevage aussi. Il fallait que ça prenne, comme j'ai dit, une place suffisante dans l'élevage pour que ça soit intéressant à étudier en termes de coûts et bénéfices. Mais du coup, il y a vraiment les deux. Si je prends l'exemple des porcs, il y en a certains qui ont que quelques portées sociabilisées par rapport à l'ensemble des portées qu'ils ont. Et il y en a d'autres, c'est vraiment tout l'élevage où tous les portées de truies sont sociabilisées. Et pareil, la même chose pour les bovins. Il y en a certains, ça va être tous leurs veaux qui vont être sous mère nourrice, et d'autres seulement une partie, par exemple, soit que les femelles génissent de renouvellement, soit que les mâles. Et vous parliez d'un éleveur qui avait suffisamment de recul sur sa bonne pratique. Est-ce que vous avez une visibilité sur le temps de rodage moyen suite à la mise en place d'une bonne pratique, donc vache nourrice ou sociabilisation? Est-ce qu'on était plutôt sur de l'ordre de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, avant d'estimer que le rodage était fini et qu'on rentrait dans une routine où on ne retestait pas des choses pour essayer d'améliorer le système? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que c'est quelque chose qui avait été ressorti d'une étude du LIT, où il y avait cette idée de quand même au moins 1 an pour la mise en place. Donc c'est pour ça, nous aussi, qu'on a fixé ce critère de au moins 1 an. Mais on l'a pas... Moi, dans les questions que je pose aux éleveurs, c'est vraiment plus sur qu'est-ce qu'ils ont dû mettre en place, qu'est-ce qu'ils ont testé, en fait, le processus. J'ai des questions sur le processus d'évolution, on va dire, de qu'est-ce qu'ils ont testé pour mettre en place la pratique. Et souvent, c'est des éleveurs quand même qui ont pas mal de recul. Il y a très peu d'éleveurs qui ont qu'1 an de recul. C'est quand même des éleveurs qui en ont beaucoup plus, en général. La moyenne des premiers résultats, ça a été autour de 6-7 ans à peu près de recul, si je ne dis pas de bêtises. Et je leur demande aussi de me donner un pourcentage de maîtrise, à quel point ils estiment maîtriser justement la technique, parce que forcément, selon l'éleveur, s'il ne le maîtrise pas du tout, ça impacte aussi sur, après, nous, dans l'analyse des coûts et bénéfices, et donc on essaye de l'évaluer un petit peu comme ça, par la perception de l'éleveur, on va dire. Oui, alors j'aurais juste une remarque et une question. Une remarque, c'est que comme il y a des indicateurs communs avec les outils multicritères, type multi-bov, multi-porc et multi-poule, qui vont être présentés demain, je crois, par Yvonique, ça serait intéressant parce que dans ces outils-là, on n'a pas eu de suivi. En tout cas, pour multi-bov sur les bovins, on n'avait pas ça. Donc peut-être qu'on ajustera certaines évaluations grâce au suivi. Donc j'espère qu'il y aura un lien de fait à un moment donné entre les deux démarches. Et puis ma question, c'est sur le tableau de bord. Comment on va gérer le fait, notamment sur le capital immatériel ou non monétaire, comment on va gérer les radars? En fait, le radar, c'est quoi? C'est un éleveur ou c'est finalement la médiane des éleveurs? Parce qu'on peut imaginer qu'en fonction de l'entreprise, les niveaux ne soient pas les mêmes ou l'évaluation par l'éleveur ne soit pas la même. Oui, là, ce qui a été imaginé pour l'instant, ça c'est effectivement la moyenne de l'échantillon. Donc la note moyenne pour les différents critères, et éventuellement mettre en parallèle aussi quelques verbatims aussi pour justifier des notes qui seraient très dégradées. L'analyse des résultats, elle est que partielle puisque je n'ai fait qu'une partie des enquêtes. Après, globalement, tous les éleveurs, quand il y a un impact très dégradé, je veux dire, c'est globalement toujours le même. Il n'y a pas trop de... Ça, c'est assez récurrent. Et donc effectivement aussi par rapport à la cohérence avec Multibov, c'était quelque chose qui avait été déjà remonté, avec les outils critères de manière générale. L'idée, c'est d'aller aussi effectivement d'aller le plus loin possible pour que ça puisse venir compléter ce type d'outils et ne pas faire redite uniquement de ce qui a déjà été fait.
Et donc, bien sûr, j'avais déjà entendu ça et je reste à l'écoute pour en rediscuter dans la suite du projet. Merci bien. Et on va accueillir Estelle pour la dernière présentation de cette partie.